Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la Guinée vers les élections législatives. Près de 150 femmes candidates suivent une formation à Conakry sur la technique de gestion de la campagne électorale. La rencontre se tient à l'initiative de NDI. L'entrepreneuriat féminin fait du chemin à Mamou. Le centre d'appui à l'autopromotion féminine CAF a formé de nombreuses jeunes filles, mais le centre doit être rééquipé pour jouer pleinement son rôle. Au sommaire encore, le grand hôtel de l'indépendance se dégrade progressivement après 50 ans d'existence. Le nouveau hôtel a besoin de rénovation. Les responsables tirent la sonnette d'alarme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit sa tournée de prise de contact avec les populations à l'intérieur du pays. Après la Haute-Guinée, le président Alpha Condé a passé la journée dans la région du Fouta. Le chef de l'État a eu droit à un accueil enthousiaste à Labé, Pita et Mamou. Partout, il a invité les citoyens au renforcement de l'unité nationale et de la paix. Nous reviendrons en détail sur cette tournée dans les prochaines éditions d'information avec nos envoyés spéciaux Sanassi Keita et Doudou Traoré. Direction savane guinéenne à Kankan, les sages et les femmes regroupées au sein du CD Nyamanadia ont organisé une lecture du Saint-Coran pour la paix et la cohésion sociale. Ils ont imploré la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur notre pays. C'est la première dame de la République, Haya Yene Kondé, qui a présidé la cérémonie. Le point avec Ali Badara Kondé. À travers cette lecture du Saint-Coran, les sages et les femmes de la ville de Kankan ont prié pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. C'est une contribution du CD Djamanadia de Kankan. Nous souhaiterions à partir de cette lecture du Coran que Dieu exauce nos vœux pour l'unité, le progrès de ce pays. Nous avons initié cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour le maintien de la paix et de l'unité nationale. Que Dieu bénisse la Guinée. Les membres des CD Djamanadia de Kankan décident désormais d'élargir leur champ d'action dans certains quartiers et villages périphériques de la sainte cité de Nabaya. Après cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, la première dame de la République, Haya Yene Kondé, a reçu l'association des femmes islamiques de Kankan. Cette association œuvre en faveur des actions de la première dame de la République dans la région de Kankan. Votre arrivée dans votre case de départ m'offre l'occasion, au nom de 375 femmes membres de l'association, de vous souhaiter tout d'abord la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Ensuite, avec honneur, vous informer de la vitalité de votre association à Kankan. Satisfaite de la démarche, la première dame de la République, Haya Yene Kondé, a exhorté les uns et les autres à persévérer dans la voie de la solidarité et de l'unité nationale. Le but de cette lecture de Coran, c'était pour prier pour toute la Guinée et particulièrement pour le président de la République et aussi pour la paix en Guinée, pour le développement social, économique de la Guinée et de la région de Kankan. Donc vous avez vu le CD Djamanadia qui a vraiment fait des prières avec tous les sages de Kankan, le grand imam de Kankan, le grand sage Elhaj Amadou Chérif, tous les sages de Kankan. Au cours de cette rencontre, un accent particulier a été mis sur la contribution des sages et des femmes dans la réconciliation de tous les fils du pays. À Conakry, les femmes candidates aux prochaines élections législatives suivent une formation sur la technique de gestion de la campagne électorale. Elle se tient à l'initiative de NDI. Objectif est d'aider les femmes candidates à mieux gérer et organiser la campagne électorale. Yana Yassali nous fait le point. Cet atelier de 2 jours qui a réuni plus de 150 femmes candidates vise à promouvoir une meilleure participation de ces femmes à la gestion de campagne électorale, répondre à la préoccupation qui voudrait qu'elles soient présentes sur la scène politique.
La rencontre, qui est initiée par NDA, National Democratic Institute, à travers le financement du PNUD, intervient dans un contexte marqué par la relance des préparatifs des élections législatives, dont l'effectivité doit permettre non seulement de boucler la transition politique et institutionnelle, mais aussi et surtout d'assurer l'ancrage démocratique de la Guinée. Moi j'ai foi en Guinée, j'ai foi au génie guinéen. Le peuple guinéen a toujours fait montre de son génie pour traverser donc les situations difficiles. L'accord politique intervenu le 3 juillet en est un exemple. Et je pense, j'invite les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à faire une campagne électorale civilisée. Les élections sans violence, c'est possible. Pour le PNUD et pour tout le système des Nations Unies, il faut absolument que les pays puissent bénéficier des capacités, des potentialités qui existent au sein des pays. Nous savons que la Guinée a 50% quand même de femmes et il y a beaucoup de femmes leaders qui ont démontré à travers le travail qu'elles ont fait elles-mêmes dans leurs structures qu'il est possible de mobiliser toutes les potentialités afin de promouvoir le processus socio-économique du pays. La ministre des Affaires sociales appelle les acteurs politiques, notamment les femmes politiques, à s'impliquer davantage dans la promotion de la paix. Je vous invite donc à tirer le maximum de profit de ces enseignements qui sortiront de cet atelier de formation pour la qualification de notre démocratie dans la paix. Je ne cesse d'insister sur la paix, car sans la paix, aucun développement, aucun progrès n'est possible. Je vous rassure donc que le gouvernement poursuivra donc les efforts pour assurer une plus grande participation de la femme dans la vie politique et dans les instances de prise de décision. Plusieurs sujets ont été épluchés, parmi lesquels les techniques et les stratégies pour gérer efficacement une campagne électorale, les femmes en politique, leur aptitude et leur attitude à entreprendre une campagne réussie. L'opposition guinéenne face à la presse, la rencontre vise à faire le point sur le processus électoral. Des inquiétudes ont été évoquées, liées notamment à la mise en œuvre des accords politiques du 3 juillet. Cependant, l'opposition se dit unie pour les élections législatives du 24 septembre. Fatoumata Samoura était de la partie. J'ai allé aux élections législatives du 24 septembre sur la base des accords du 3 juillet. L'opposition guinéenne fustige le retard accusé par la CENI dans la gestion du processus électoral. Mieux, elle dénonce des manquements quant à la mise en œuvre des 10 accords. Nous sommes sortis de ce dialogue avec un chronogramme pratiquement ficelé, puisqu'il y avait un planning des opérations électorales qui devait être la base de la confection de ce chronogramme et qui prévoyait les élections 84 jours après la signature de l'accord du 3 juillet. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous enregistrons près de 8 à 9 jours de retard sur ce chronogramme. Mieux que ça, la CENI a l'intention d'inverser certaines opérations qui étaient prévues dans le chronogramme. Aller aux consultations législatives dans le respect de l'esprit des accords du 3 juillet, c'est ce que réclament ces présidents et représentants de partis politiques réunis au sein de l'opposition dite républicaine. Un vœu largement expliqué aux médias guinéens. Je rappelle que l'opposition s'est engagée à revenir dans le processus à l'issue du dialogue sur la base des engagements de la communauté internationale, qui s'était engagé à sécuriser le fichier, à le faire, à veiller à ce qu'il soit assaini avant d'aller aux élections, pour qu'on ait un fichier propre. Au dire de ces leaders politiques, c'est une opposition plus que jamais unie pour des élections législatives libres et transparentes. En plus bref, dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 24 septembre 2013, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe les démembrements de la CENI et les citoyens en âge de voter que les opérations d'affichage et de correction des listes électorales débuteront le jeudi 22 août 2013 sur l'ensemble du territoire national. Cette opération d'affichage et de correction des listes électorales concerne essentiellement
Les électeurs inscrits sur une liste électorale de 2009 à 2013, y compris ceux qui avaient reçu une carte biométrique. Cette opération est la dernière opportunité que les citoyens disposent pour corriger les erreurs qui pourraient figurer sur leur identité, nom, localité, photo, etc. À cet effet, une liste provisoire sera affichée dans chaque localité avant la prochaine élection. Tous les citoyens inscrits sont invités à passer devant les agents commis à cette tâche dans les districts et les quartiers de leur ressort afin de vérifier si leur nom figure sur la liste, la dite liste, ainsi que d'éventuelles erreurs dont il faudra corriger. Pour ceux des électeurs qui ne peuvent pas lire, ils se feront accompagner par un membre de famille ou un proche de leur choix et qui vérifieront leurs coordonnées à leur place. C'est seulement après cette opération que les listes électorales définitives ainsi que les cartes d'électeurs seront imprimées et distribuées aux bénéficiaires. La CENI compte sur le civisme et l'engagement patriotique de ses démembrements ainsi que de tous les citoyens pour mener à bien cette opération qu'on a créée le 20 août 2013, signé le président Bakary Fofana. Les populations de Dubrika expriment leur soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est à la faveur d'une réunion de validation et de consolidation des actions réalisées dans cette localité. Une démarche appréciée par le ministre de l'Habitat et de la Construction, parrain de la préfecture, qui pour l'occasion a invité les citoyens à resserrer les rangs pour gagner le pari du changement. Suivez le reportage de Abdul Karim Baldé et Moussa Bangoura. Cette semaine, la préfecture de Dubreka a procédé à la validation des actions de développement dans leur localité. Au cours de cette rencontre, les populations ont réitéré leur engagement à soutenir le professeur Alpha Condé dans son programme de développement. Nous avons demandé aux enfants de Dubreka de regarder autour d'eux tout ce que le gouvernement du professeur Alpha Condé est en train de faire à Dubreka. Aujourd'hui, nous avons des usines qui fleurissent à Dubreka. Nous avons le projet Kaleta. Nous avons des routes qui sont faites, qui étaient hier impraticables, comme la route Koubia-Kaleta. Nous avons le pont sur le Badi aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce aux efforts du président de la République. Le parrain de la localité qui a présidé cette réunion a salué le dynamisme des fils de Dubreka en faveur du développement de leur localité avant de les inviter à renforcer la cohésion sociale. Nous allons vers les élections législatives. C'est la mobilisation de tous les cadres, la mobilisation de tous ceux qui sont à la solde du parti, la mobilisation de tous ceux qui se réclament du RPG Arc-en-Ciel, la mobilisation de tous les enfants ressortissants de cette préfecture dans le cadre d'apporter un plus, et ce plus ne peut être obtenu que si on permet au gouvernement en place, au pouvoir en place, d'avoir une certaine majorité à l'Assemblée nationale. Les citoyens de Dubreka ont dit leur détermination à soutenir le RPG Arc-en-Ciel. Et puis la commune de Ratoma, un nouveau maire, Sekou Batouta Kamara, a officiellement pris fonction. Vous le voyez donc en image. Il remplace ainsi Haya Ramatoulaye, décédé à Conakry des suites de maladie. Le nouveau maire de Ratoma entend donner une nouvelle image à sa commune. La cérémonie d'installation a été rehaussée de la présence de plusieurs membres du gouvernement et des acteurs de la société civile. L'autre temps fort de cette édition, je vous le disais en titre, le Grand Hôtel de l'Indépendance a besoin de réformes urgentes pour répondre aux normes internationales. L'édifice se trouve dans un état de dégradation avancée, l'un des meilleurs hôtels du pays avec un service de haute qualité en catégorie 3 étoiles. Le nouveau hôtel devrait bénéficier d'une rénovation rapide pour répondre aux attentes de sa clientèle. Mahawa Sangare fait le constat. L'Indépendance Novotel est longtemps resté un hôtel de référence dans la sous-région. Bâti sur une superficie de 19 000 m², ce réceptif en bordure de mer offre des plus belles vues sur l'Atlantique. Ses clients apprécient toujours la brise marine qui souffle ici et les services de qualité rendus par un personnel dévoué. De nos jours,
Ce site touristique a besoin de réformes profondes pour répondre aux normes internationales. Novotel SGHI est un hôtel de référence en Guinée. Nous connaissons donc des problèmes, notamment de rénovation, et sur tous les plans. Et le président, conscient de ça, multiplie les efforts. Autant qu'il multiplie les efforts pour la construction de nouveaux hôtels, autant il travaille aussi pour la réfection des hôtels qui existent déjà. Novotel qui a un site extraordinaire, et si nous y mettons un peu la volonté pour rénover cet hôtel, je pense que Novotel Conakry, tant par la superficie et par le positionnement, donc le site, pourrait être un des meilleurs hôtels de l'Afrique de l'Ouest. Avec 194 chambres, 18 appartements commerciaux, 30 bureaux, 3 logements du personnel, 2 restaurants, 2 bars, 2 salles de conférence, une piscine, 2 terrains de tennis, Novotel donnait une dimension large au secteur hôtelier guinéen. Il est classé dans la catégorie 3 étoiles. Il est vrai que nous n'avons pas la main dans la gestion. Jusque-là, c'est Accor qui fait tout. Et si l'hôtel est dans cet état, c'est le groupe Accor, parce que ce sont eux qui sont maîtres à bord. Et ce sont eux qui ont la gestion. Et depuis que l'hôtel a été, ils ont scellé, ils ont signé un contrat de gestion avec la Guinée en 1996. Et vous-même, vous pouvez remarquer s'il y a eu de l'investissement sur ce bâtiment, on ne serait pas là aujourd'hui. Rénover ce grand hôtel de référence va permettre à la Guinée de conforter sa position de grande destination du tourisme mondial. SOS donc pour le grand hôtel de l'indépendance à Conakry. Et puis cet arrêté du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, en application des dispositions de l'arrêté numéro 7220 PMSGG du Premier ministre en date du 30 décembre 2010 portant interdiction de la coupe et l'exportation du bois sur toute l'étendue du territoire national. La société Forêt Forte a interrompu ses activités. Après des investigations minutieuses menées sur le terrain par les services techniques du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, il ressort que Forêt Forte est détentrice d'un contrat d'exploitation et de transformation industrielle du bois et d'une convention. Elle produit une gamme de produits finis et semi-finis, notamment les contreplaqués et les plaquages qui approvisionnent le marché local et sous-régional. Forêt Forte emploie directement 1600 travailleurs locaux. Forêt Forte a réalisé 740 hectares de reboisement et mis à la disposition des collectivités locales 548 064 plants. Forêt Forte n'exporte pas de bois brut conformément au cahier de charge. Après examen donc et analyse de toutes ces données par le gouvernement, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts autorise la reprise des activités de la Forêt Forte. Il reste entendu que la reprise de ces activités se fera sous le contrôle et le suivi effectif des services techniques du ministère en charge des forêts. Conakry, le 20 août 2013, signé professeur Ibrahima Baro, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Dans l'actualité encore, l'entrepreneuriat féminin, tel est le pari que tente de gagner la femme guinéenne. Une volonté affichée à travers les actions du Centre d'appui à l'autopromotion féminine. À Mamon, le CAF a formé des jeunes filles dans plusieurs domaines d'activité, mais son élan risque de freiner à cause de la vétusté de son siège et d'équipement. Voici le reportage de Habib Cham et Cheikh Mabinti Silla. Regarde. Au cœur de cette vieille infrastructure se trouve le CAF de Mamou, centre d'appui à l'autopromotion féminine. À ses dépens, la structure tente de se construire un véritable leadership à travers une série d'activités comme la teinture ou le maraîchage. Le centre d'appui, c'est un centre qui appuie les personnes, surtout les femmes en détresse. Les femmes pauvres peuvent venir initier des activités, apprendre. Et ensuite, avec ces femmes, nous réunissons les différentes jeunes filles de la préfecture de Mamou pour les apprendre la couture, la coiffure, la teinture et la saponification. Dans cette ambition, le CAF doit s'appuyer sur un réel engagement de l'État, un partenaire de poids dans la promotion des activités féminines, rôle que le département de tutelle entend assumer à travers ses démembrements. Ce CAF,
c'est le CAF, je crois, miroir du pays. Si ce n'était pas la période morte, le mois d'août et l'après-carême, je serais contente à ce que vous arrivez à visiter ce CAF et voir les réalités et les réalisations de ce CAF. Aujourd'hui, plusieurs jeunes filles ont appris la couture et la teinture à travers ce centre. À peine née, la coiffure vient s'ajouter à ce vaste ensemble qui promet malgré les embûches. Le prochain défi à relever pour les différentes promotions du CAF de Mamou reste sans doute la recherche du premier emploi. L'association de musulmans pour le soutien des actions du chef de l'État, AM5, en abrégé, a organisé une lecture du Saint-Coran au siège du RPG à Amdalaï. L'initiative vise à promouvoir la culture de la paix. Tierno Maroufba, Sori de Kera, signe ce reportage. L'ONG AMSAC, entendait Association des musulmans pour le soutien des actions du chef de l'État, mobilise les fidèles musulmans autour du Saint-Coran pour cultiver la paix et l'unité nationale. Ici, au siège du Rassemblement du peuple de Guinée RPG, la sourate Yassine est lue plusieurs fois, histoire d'implorer la grâce du Tout-Puissant Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens. Nous avons décidé depuis au mois de Ramadan, dès après le Ramadan, nous allons organiser une lecture du Saint-Coran pour sensibiliser et implorer la grâce de Dieu pour que le peuple de Guinée va vers l'élection législative. Nous voulons que cette élection commence dans une condition de la paix et la réconciliation et ça se termine aussi dans une condition de compréhension. L'occasion était opportune pour les responsables politiques et religieux du RPG Arc-en-Ciel de lancer un appel à toutes les couches sociales à privilégier l'union et la solidarité pour un développement durable. Je profite pour dire aux femmes de Guinée que parmi toutes les listes de candidatures, seule la liste du RPG a présenté une femme comme tête de liste. Cela sous-tend la mise en œuvre de la promesse du professeur Alpha Condé en identifiant les femmes comme sa priorité. L'ONG AMSAC a pour objectif premier la promotion de l'islam en Guinée. Elle compte étendre ses prières dans les 5 communes de la capitale. Prière pour la paix du cœur. Dans l'actualité africaine, un bateau ambulant sauve des vies à l'est du Rwanda. Dans les îles, ce bateau sécurisé permet aux malades de rallier les centres de santé. Suivez ce reportage. Île de Mazané, à l'est du Rwanda, petit hameau encerclé par le lac Rirou. Ici vivent 1 millier d'habitants, coupés du reste du pays. Ce jour-là, Naïm Berrier se rend au dispensaire du village pour faire soigner sa fille, un lieu modeste où les infirmiers prodiguent les soins de base. Des soins insuffisants pour la petite patiente atteinte du paludisme. Il faudra donc l'envoyer au centre de santé de Nzangwa, de l'autre côté du lac, à 12 km de là. Mais avant cela, direction l'embarcadère où les attend une ambulance pas comme les autres. Un bateau à moteur rapide et sécurisé, rassurant pour la mère de famille. Avant, quand les médecins nous demandaient d'aller à Zangwa, c'était trop dur pour nous les mamans. Il fallait qu'une voiture vienne nous prendre à la descente du bateau pour éviter l'épuisement. Nous avons déjà perdu 2 femmes enceintes, mortes noyées et 3 enfants. En tout, on compte 8 victimes. À l'origine de ces drames, ces pirogues en bois utilisées pour transporter les malades. À leur bord, il fallait près de 2 heures pour traverser le lac, une perte de temps parfois fatale dans les cas graves. Naïm Berrier, elle, n'aura mis que quelques minutes avant de rejoindre la terre ferme et sa fille aura été prise en charge en moins d'1 heure, une avancée saluée par les médecins. Le bateau ambulance nous est très utile. Il nous a permis de mieux collaborer avec le centre de santé qui est de l'autre côté du lac et qui dispense les soins de base. Ce bateau nous sert aussi à transférer les cas graves vers le plus grand hôpital de la région. Cette ambulance d'un nouveau genre a vu le jour grâce à la coopération entre le Rwanda et la Belgique. Et son succès pourrait prochainement inspirer d'autres villages isolés du pays.
Au Mali, la Cour constitutionnelle vient de valider la victoire d'Ibrahima Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle du 11 août dernier. Le résultat définitif proclamé ce mardi donne 77,62% des voix à Ibeka. C'est le premier élément de l'actualité africaine en bref en images. Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Mali confirme l'écrasante victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle du 11 août. D'après les résultats définitifs proclamés ce mardi, Ibeka obtient 77,62% des voix. Son adversaire Soumaïla Cissé, qu'il avait félicité au lendemain du scrutin, recueille 22,38% des suffrages exprimés. Le nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans, devra prendre ses fonctions dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats définitifs, soit le mercredi 4 septembre. Aboubakar Chikaou, 44 ans, serait mort entre le 25 juillet et le 3 août. D'après les services de renseignement nigérians, le chef de la secte islamiste Boko Haram aurait perdu la vie après avoir été blessé par balle dans un affrontement avec les soldats. Pour le moment, aucune source indépendante ne confirme le décès de cet homme recherché aussi par les États-Unis. Les Américains avaient promis 7 millions de dollars à toute personne qui arrêterait ou tuerait Aboubakar Chikaou. Léger desserrement de l'étau judiciaire autour de Hosni Moubarak. L'ancien président égyptien, âgé de 85 ans, bénéficie d'une remise en liberté conditionnelle dans une affaire de corruption. Mais l'ex-raïs demeure en détention dans l'attente d'un jugement pour un autre chef d'inculpation. Depuis la chute de son régime, Hosni Moubarak est jugé en même temps que ses deux fils pour une série d'affaires. Libérée après 2 mois et demi de détention, la militante tunisienne Amina Sboui quitte Femen. La jeune fille de 18 ans accuse le groupe féministe d'islamophobie et d'avoir un système de financement opaque. L'organisation avait multiplié les actions seins nus pour réclamer la libération d'Amina. Femen estime que la jeune militante tunisienne, par sa décision, a trahi toutes les femmes qu'il avait soutenues dans son combat contre les islamistes. Et puis des rebondissements dans l'affaire Snowden. David Miranda est rentré au Brésil après 9 heures de détention à l'aéroport de Londres. L'homme serait l'une des personnes à l'origine de la publication du document secret. Reportage. Après 9 heures de détention à l'aéroport de Londres, David Miranda est rentré lundi à Rio. Le compagnon brésilien de Glenn Greenwald, à l'origine de la publication de documents secrets obtenus par Edward Snowden, a été retenu au nom de la loi antiterroriste britannique. Je suis resté dans une pièce avec 3 agents différents qui entraient et sortaient. Ils m'ont posé des questions sur ma vie. Ils m'ont pris mon ordinateur, mes jeux vidéo, mon portable. Enfin, tout. Une mésaventure loin d'intimider le journaliste du Guardian. À partir de maintenant, je serai beaucoup plus agressif dans mon travail. Je vais publier beaucoup plus de documents. Je vais publier aussi sur l'Angleterre. J'ai beaucoup de choses sur l'espionnage en Angleterre. Ce n'est pas en tout cas le terrorisme qui intéressait les Britanniques. Pas une question sur le terrorisme, pas une seule. Ils m'ont demandé quel était mon rôle dans l'affaire des documents de la NSA. J'ai expliqué que je n'avais pas de lien avec ces documents et que je ne travaillais pas avec. Le journaliste du Guardian avait récemment affirmé avoir reçu jusqu'à 20 000 documents secrets des mains d'Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA, l'agence américaine de renseignement, qui a trouvé un refuge provisoire en Russie. Les révélations concernant le système d'espionnage anglais en faisaient-elles partie et comment justifier une telle détention? Il a été détenu pendant 9 heures à l'aéroport, ce qui est très inhabituel. Il y a eu 200 millions de passagers dans les aéroports britanniques l'année dernière. 60 000 d'entre eux ont été interrogés dans le cadre de la loi antiterroriste, dont 40 pendant plus de 6 heures. Donc si quelqu'un a été détenu 9 heures, cela me fait penser qu'il s'agit d'un cas vraiment inhabituel. Premiers concernés par l'affaire Snowden, les États-Unis affirment avoir été tenus au courant de cette détention vivement dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme, mais nient toute implication. Le Guardian, lui, est bel et bien dans la tourmente. Son éditeur affirme que le gouvernement britannique l'a forcé à détruire des dossiers, le menaçant d'une procédure judiciaire.
Et puis au Japon, 300 tonnes d'eau de radioactifs se sont échappées de Fukushima. C'est le premier élément des nouvelles internationales en télégramme en images. D'eau radioactive se sont échappées de Fukushima. C'est la nouvelle révélée par la compagnie japonaise TEPCO. Cette eau partiellement décontaminée était stockée dans l'un des nombreux réservoirs du site. Elle s'est répandue en flaques et a pénétré le sol de la centrale nucléaire, mais elle n'aurait pas atteint l'océan Pacifique. Des opérations de pompage ont débuté lundi. L'Inde, de nouveau endeuillée par un accident ferroviaire. 37 pèlerins sont morts, percutés par un train alors qu'ils traversaient les voies. La foule en fureur a saccagé la gare et lynché à mort le conducteur du train. Chaque année, 300 accidents ferroviaires se produisent en Inde et 15 000 personnes meurent en tentant de traverser les voies. L'Asie, durement frappée par des inondations. En Chine et en Russie, des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Dans ces deux pays, les crues sont qualifiées d'historiques. Les Philippines et le Pakistan affrontent également une mousson particulièrement violente. Manille est littéralement paralysée et reste en alerte rouge. 60 ans de prison, c'est ce qu'a requis le gouvernement américain à l'encontre de Bradley Manning. Le procureur militaire a estimé que le jeune soldat avait trahi son pays en divulguant 700 000 documents confidentiels sur le site internet Wikileaks. Bradley Manning a plaidé coupable et regretté son geste. Le juge doit se retirer mardi pour délibérer. Sport, avant de refermer cette édition avec le championnat national de Ligue 1, Rio Tinto remporté ce dimanche par Lauréat. Lauréat sacré pour la 3e fois champion de Guinée. L'AS Calom s'est rendu à l'Abbé pour jouer contre Fellow Star, mais match sans enjeu. Commentaire, c'est le Tata Yalo. Arrivé jeudi à l'Abbé, l'AS Calom, qui est dans une bonne dynamique, s'est tout de suite mis au travail, même si, faut-il le rappeler, l'essentiel était ailleurs. Au programme, visite de courtoisie aux autorités administratives et religieuses, également visitée par le président de l'AS Calom, le vieux palais Kolima et son projet de construction d'un terrain pluridisciplinaire. Ici, El Hadj Aboubakar Sampil a pris la promesse de dépêcher une équipe d'architectes afin de procéder à la finition de ce complexe sportif en souffrance. Une véritable bénédiction pour la jeunesse de l'Abbé. Après les échanges d'amabilité et les différences à la Malek, le match, lui, a lieu dimanche. Et à cette occasion, habitué au spectacle de qualité à l'américaine avant ces matchs, l'AS Calom a fait cette fois dans la délocalisation une prestation d'artistes locaux et de Conakry a précédé la rencontre. Et sur le terrain, les deux équipes ont fait preuve de beaucoup de générosité sur une pelouse détrempée à la limite du praticable 0-0 à la mi-temps. Et pendant ce temps, la direction de l'AS Calom Solidarité Oblige a offert des jeux de maillot et des ballons à cette équipe préfectorale de la Moyenne Guinée, l'humanitaire au sens propre du terme. Mais dans cette partie, considérée quasiment comme une rencontre de préparation pour les 16e de finale de la Coupe nationale, prévue le week-end prochain, les deux équipes font finalement nul blanc, 0-0. À noter que le destin pourrait bientôt proposer la même affiche à 8e de finale de la Coupe. En cas de qualification des deux clubs, les Verts et Jaunes reviendront à l'Abbé alors, une autre paire de manches en perspective. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.